Tu es dans ton vaisseau spatial galactique en route pour l'avant-poste 52 avec pour mission de livrer des fournitures pour la petite colonie qui s'y trouve quand des alarmes commencent à retentir. Tu consultes tes écrans, mais quelque chose attire ton attention avant que tu ne puisses comprendre ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'écran de visualisation car la partie avant de ton vaisseau est transparente, comme un miroir sans teint. Un colossal nuage orange et violet se dirige vers toi. Tu n'as pas le temps de l'analyser. Tu mets le vaisseau en piqué aussi verticalement que possible. Les alarmes s'affolent, mais tu es trop concentré pour te mettre à l'abri du danger. Le vaisseau tremble et tu penses qu'il va se briser. Mais il est rapide et puissant et tu parviens tant bien que mal à te placer en dessous du nuage. Tu lèves les yeux et tu vois le gigantesque nuage de plasma passer au-dessus de toi. La curiosité t'a piqué et tu décides de le suivre. Tu programmes ton ordinateur de bord pour l'analyser. Les résultats te parviennent vite, mais tu as du mal à y croire. Ce nuage de plasma est un destructeur galactique. Lui et d'autres de ses congénères ont mis une fin prématurée à nombre de galaxies. Tu te souviens de tes études sur Terre, lorsque tu n'étais qu'un jeune pilote. Il y avait déjà eu des recherches au XXIe siècle sur la raison pour laquelle les galaxies cessaient mystérieusement de former de nouvelles étoiles, provoquant à terme leur déclin. Les étoiles se forment à partir d'épais nuages de gaz devenus extrêmement froids. Ils se condensent et, au fil du temps, s'effondrent en une matière solide et compacte. Il existe une célèbre photo prise par le télescope spatial Hubble. La plupart des gens l'ont vue. Elle s'appelle les piliers de la création. Il s'agit de la nébuleuse de l'Aigle où des étoiles sont en train de se former. On appelle de tels environnements des pouponnières d'étoiles. C'est un concept plutôt mignon. Mais il y a un méchant qui rôde. Et tu le suis. C'est un vaste destructeur d'étoiles. Le destructeur se précipite et balaye le gaz de ces galaxies à une vitesse incroyable, empêchant ainsi les étoiles de se former. C'est comme un balai géant. Mais au lieu de nettoyer, il détruit, mettant fin prématurément aux nouvelles galaxies. Maintenant que tu sais à quel point il est dangereux, il est préférable de rester un peu en retrait. Voyons si nous pouvons le voir en action à une distance sûre. C'est un mystère de longue date que de savoir pourquoi certaines galaxies ne donnent pas naissance à de nouvelles étoiles. Ce destructeur d'étoiles est malin. Il traîne autour des grands amas de galaxies, dont un en particulier, qui porte le nom d'amas de la Vierge. C'est celui que les scientifiques ont étudié. Il est tout proche, mesure 7 millions d'années-lumière de diamètre et contient des milliers de galaxies. Quand on dit proche, on parle tout de même d'environ 65 millions d'années-lumière de nous. Ce n'est donc pas vraiment ta petite promenade spatiale du dimanche, mais c'est relativement proche à l'échelle galactique. L'amas fonce dans le plasma surchauffé à des vitesses pouvant atteindre 1 million de kilomètres par heure. L'amas constitue la base du grand superamas de la Vierge, dont le groupe local, où se situe notre Voie lactée, fait partie. Sa proximité avec nous le rend plus facile à étudier pour les scientifiques. C'est aussi l'une des régions les plus extrêmes de l'univers que nous connaissons, en tout cas à ce jour. Qui sait ce qu'il y a d'autre là-bas ? L'amas de la Vierge est aussi inhabituel car il forme encore de nouvelles étoiles. Et nous pouvons les observer comme sur la célèbre photo de la pouponnière de Hubble. L'une des galaxies de cet amas s'appelle Messier 87. Elle a été découverte en 1781 par un astronome français nommé Charles Messier. Elle lui semblait un peu floue, alors il l'a appelée nébuleuse. Une nébuleuse sans étoiles. Il a fallu attendre les années 1920 pour obtenir plus d'informations sur sa nature exacte. Messier était très respecté et, de son vivant, il a découvert pas moins de 13 comètes. Il est né dans la campagne française, 10e d'une famille de 12 enfants. À l'âge de 14 ans, en 1744, il a eu la chance de voir une énorme comète à 6 queues. Elle était étonnante et était visible à l'œil nu pendant plusieurs mois. Ses effets étaient spectaculaires et inhabituels. Elle était si brillante qu'elle a été répertoriée comme la 6e plus brillante de l'histoire. 4 ans plus tard, le 25 juillet 1748, le jeune Charles a vu une éclipse solaire depuis sa ville natale. Il a alors su qu'il voulait explorer le monde de l'astronomie. C'était tout décidé. Un cratère lunaire et un astéroïde ont été nommés en son honneur. Rien d'aussi éblouissant cependant que Messier 87 alias M87. C'est une galaxie elliptique supergéante avec des billions d'étoiles. C'est la 2e galaxie la plus brillante de l'amas septentrional de la Vierge, ce qui la rend populaire auprès des astronomes professionnels et amateurs. Les galaxies elliptiques sont constituées d'étoiles plus anciennes et de faible masse, avec une activité de formation d'étoiles minimale. Elles sont entourées d'un grand nombre d'amas globulaires. Elles représentent environ 10 à 15% du superamas de la Vierge. M87 a un trou noir supermassif en son centre.
Il a été photographié à l'aide des données recueillies en 2017 par le télescope Event Horizon, EHT. Il a été dévoilé avec enthousiasme au monde entier en 2019. En mars 2021, l'équipe de l'EHT a révélé pour la première fois une image polarisée du trou noir. C'était un événement très excitant. C'était la première fois qu'un trou noir était capturé. Tout cela a été rendu possible grâce au télescope Event Horizon, qui est en fait constitué de nombreux radio-observatoires et radiotélescopes du monde entier, travaillant tous ensemble pour produire un télescope très sensible et à haute résolution. Un autre réseau de télescopes, situé au Chili, s'appelle le Grand Réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA. Ils ont capturé des images haute résolution des 51 galaxies importantes de l'amas de la Vierge. C'est en partie grâce à cela que nous savons ce que nous savons. M87 et d'autres galaxies ne semblent pas faire grand-chose à l'œil nu. En fait, au cours d'une vie humaine, elles bougent à peine. Pourtant, elles sont composées de gaz, de poussière et d'autres objets et se déplacent dans l'espace à grande vitesse. Elles se déplacent lorsqu'elles sont affectées par la gravité d'autres galaxies ou par la matière noire, une entité mystérieuse qui est 5 fois plus répandue que la matière ordinaire. On pense que de nombreuses galaxies, y compris la nôtre, ont un halo de matière noire qui les entoure. La matière noire peut tirer de façon plus importante sur les petites galaxies à l'extérieur des amas. À mesure que la galaxie est entraînée dans l'espace, le destructeur d'étoiles peut tomber sur elle. Des nuages géants de plasma intergalactique, une forme de gaz électrique, peuvent se comporter comme une atmosphère et drainer le gaz à l'intérieur de la galaxie. Ils balayent le gaz de cette galaxie, la privant de ce dont elle a besoin pour fabriquer des étoiles. Il est difficile de saisir l'ampleur de ce genre d'activité. Mais d'après les scientifiques, c'est ce qui est en train de se produire avec certaines galaxies ou nébuleuses sans étoiles, comme les a observées Charles Messier. Maintenant, garons notre vaisseau spatial ici et regardons cette chose en action. Ce que nous avons appelé destruction d'étoiles est aussi connu sous le nom de décapage de gaz. C'est l'un des événements extérieurs les plus spectaculaires et les plus violents de l'espace. Un scientifique du Conseil national de recherche du Canada a affirmé que les galaxies se déplaçaient si vite dans le plasma chaud de l'amas qu'une quantité de gaz moléculaire froid était arrachée de la galaxie. C'est comme si le gaz était balayé par une gigantesque souffleuse industrielle cosmique. Ce n'est pas le genre de décapage que nous souhaiterions voir se produire dans notre galaxie. Mais là, tu l'observes en pleine action. Tu es impressionné, mais tout aussi respectueux de sa puissance. Le décapage du gaz, également connu sous le nom de décapage par pression dynamique, traverse de nombreuses galaxies et élimine les gaz qui forment les étoiles. Le processus est très efficace. Les gaz se comportent différemment des nuages de notre galaxie. Ils ne forment pas autant d'étoiles que la nôtre. Une étude du XXIe siècle a révélé que le même processus se produit dans des groupes plus petits, de quelques galaxies seulement, avec beaucoup moins de matière noire. L'étude a examiné un nombre stupéfiant de 10 567 galaxies satellites. Ce sont des galaxies qui existent au-delà des énormes amas galactiques. Ils ont pu en étudier un si grand nombre en utilisant la technique de l'empilement. Cela permet d'en savoir plus sur un ensemble d'objets peu lumineux, en combinant toutes les informations de ces objets et en extrayant une caractéristique moyenne. Ils ont finalement déterminé que le décapage du gaz est potentiellement la principale façon dont les galaxies et la formation des étoiles sont entravées par leur environnement. C'est plutôt malheureux d'avoir un voisin aussi méchant. Maintenant que ta curiosité a été satisfaite, il est préférable de quitter ce nuage de plasma et de poursuivre ton voyage vers l'avant-poste 52. Tu vas être en retard et tu pourrais avoir de sérieux problèmes. Pendant que ton vaisseau fait demi-tour, nous allons retourner sur Terre et remonter dans le temps. Retour en 1744. À cette nuit dans la campagne française, où un adolescent se tenait dehors, émerveillé par le ciel nocturne et la vue spectaculaire d'une comète à 6 queues. Et à partir de ce moment, il a trouvé l'inspiration pour entamer la quête de toute une vie, basée sur une seule question. Peut-être la question ultime. Qu'y a-t-il là-haut ? Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu.
Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons. C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement. Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver, et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve, et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes. Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius.
Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée, est aujourd'hui requalifié de planète naine à un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens. Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes. Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet, personne ne pourrait t'entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres. En 2017, des astronomes ont repéré une étoile brillante qui se précipitait hors de la Voie lactée. Elle se déplaçait incroyablement vite, à une vitesse de 3 millions de km/h. C'est presque 4 fois plus rapide que l'orbite du Soleil autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il faut à notre étoile plus de 225 millions d'années pour effectuer un tour complet. Bref, revenons à notre étoile voyageuse. Le principal problème était qu'elle se déplaçait dans la direction inverse de la plupart des étoiles voyageant autour du centre de notre galaxie. Encore plus étrange, elle était composée de matériaux totalement différents de ceux que l'on rencontre d'habitude. Les astronomes ont réussi à identifier sa composition. L'étoile était faite d'atomes lourds et métalliques, tandis que la plupart des autres étoiles sont composées d'éléments beaucoup plus légers. L'étoile vagabonde a reçu le nom de LP 40365. Elle se déplaçait si vite qu'elle est littéralement sortie de notre galaxie. Cela a conduit les scientifiques à penser que notre voyageuse spatiale avait été projetée hors de sa position par une sorte de catastrophe cosmique comme une supernova.
Une supernova est la plus grande explosion qui puisse se produire dans l'espace, l'explosion d'une étoile. Elle se produit après le début de changements irréversibles dans le noyau de l'étoile. Les supernovas peuvent se produire de deux façons, dans les systèmes d'étoiles binaires ou bien lorsqu'il y a une seule étoile. Les étoiles binaires sont deux étoiles qui orbitent autour du même centre. À un moment donné, l'une des étoiles, une naine blanche très dense, commence à dérober de la matière à sa partenaire. Après un certain temps, cette voleuse accumule trop de matière, ce qui la fait exploser en supernova. Il peut aussi s'agir d'une étoile unique qui arrive à la fin de sa vie et épuise son carburant. De plus en plus de masse s'écoule dans le noyau de l'étoile. À la fin, le noyau devient si lourd qu'il ne résiste plus à sa propre gravité. Après l'effondrement du noyau, une énorme quantité d'énergie est libérée dans une supernova. Mais les astronomes n'arrivent toujours pas à comprendre comment une supernova a pu propulser LP 40-635. Il y a plus de questions que de réponses. S'agissait-il d'une étoile binaire qui a été projetée par l'onde de choc créée par une supernova? Ou était-ce un morceau de l'étoile qui a explosé? Une nouvelle étude, basée sur les données recueillies, a montré que l'étoile, qui est une naine blanche, continue de tourner lentement autour de son axe. Les astronomes sont presque sûrs que cela signifie que LP 40-365 n'est en fait qu'un morceau de débris spatial, et non une étoile à part entière. Ce morceau errant a en quelque sorte réussi à survivre à l'un des événements spatiaux les plus violents qui soient. Mais après avoir tiré une telle conclusion, les scientifiques ont réalisé quelque chose d'étonnant. Les caractéristiques inhabituelles de LP 40-365 auraient pu apparaître après que l'étoile ait été témoin d'une supernova. Même si cet événement s'est produit à la vitesse de l'éclair, la composition entière de l'étoile a été modifiée. La plupart des étoiles se composent principalement d'hélium et d'hydrogène, mais LP 40-365 est différente. Elle contient des éléments lourds comme le magnésium, l'oxygène et le néon. C'est sans doute la supernova qui a ajouté ces atomes à la composition de l'étoile. Au fait, les astronomes considèrent tous les éléments plus lourds que l'hélium comme des métaux. Cela signifie qu'après avoir été témoin de la supernova, LP 40-365 est devenu, pour ainsi dire, métallique. Pour l'instant, l'étoile n'a pas ses propres planètes, mais le Satellite Transiting Exoplanet Survey de la NASA, qui est à l'affût des planètes lointaines qui passent devant leur étoile haute et la rendent moins brillante, a remarqué une chose curieuse. LP 40-365 s'illumine puis s'assombrit à nouveau tous les 8,9 heures. Cela pourrait signifier que l'étoile pulse, même si les pulsations stellaires sont généralement beaucoup moins régulières. Une explication plus plausible est que la surface de l'étoile est irrégulière, et comme elle tourne, les taches solaires apparaissent et disparaissent de notre vue. Et c'est une excellente nouvelle, car une fois que les astronomes auront déterminé la vitesse de rotation de l'étoile, ils pourront comprendre ce qui lui est arrivé il y a environ 5 millions d'années au moment de la supernova. L'exoplanète bleu vif HD 189733b semble paisible et étrangement familière. Ne ressemble-t-elle pas à la Terre? Mais cette apparence cache une nature terrifiante. Là-bas, les vents soufflent à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde brûlant, il pleut du verre de façon latérale. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. La théorie la plus plausible est que ce signal a été produit par un disque de poussière entourant l'étoile, mais il n'y a pas assez de preuves pour confirmer cette hypothèse. Mercure est la planète la plus rapide du système solaire. Elle tourne autour du Soleil à une vitesse vertigineuse de plus de 160 000 km/h, soit environ 60 000 km/h de plus que notre planète. C'est l'une des raisons pour lesquelles une année de Mercure équivaut à 88 jours sur Terre. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus proche du Soleil. C'est pourquoi, si tu te tenais à sa surface lorsqu'elle se trouve au plus proche de notre étoile, le Soleil semblerait plus de 3 fois plus grand que sur Terre. Le pulsar de la Veuve Noire est une étoile à neutrons en rotation qui dévore sa partenaire, une étoile naine brune légère. Plus le pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus force l'étoile partenaire à s'étioler. Il y a une sorte de pouponnière stellaire dans la constellation du Centaure, mais elle est tout sauf paisible et sûre. Elle est composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes et se trouve dans une nébuleuse à environ 6500 années-lumière de la Terre. Une nébuleuse est un nuage géant de gaz et de poussière flottant dans l'espace.
L'énergie intense que les bébés étoiles émettent fait briller les nuages d'hydrogène d'un rouge inquiétant. Cette énergie est si puissante qu'elle ronge ces nuages sombres de poussière. Les astronomes peuvent les voir disparaître comme des morceaux de beurre sur une poêle chaude. L'exoplanète lointaine Gliese 436b, qui fait à peu près la taille de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace brûlante. Oui, la glace est en train de brûler. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie que l'exoplanète voyage très près de son étoile mère. Cela pourrait être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 427 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau connus sous le nom de glace X. Et cette glace reste solide malgré des températures aussi incroyablement élevées. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est 318 fois plus massive que la Terre. Elle est aussi 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Mais voici un paradoxe. Si cette géante gazeuse devenait encore plus massive, elle deviendrait en fait plus petite. La masse supplémentaire rendrait la planète plus dense, et cela ferait en sorte qu'elle commencerait à se replier sur elle-même. Les astronomes affirment que Jupiter pourrait finir par être 4 fois plus massive qu'elle ne l'est actuellement. Mais en même temps, sa taille ne changerait pas. La galaxie DGSAT I est aussi grande que la Voie lactée, mais elle est presque invisible car ses étoiles sont réparties de façon incroyablement clairsemée. Mais ce qui rend cette galaxie si unique, c'est qu'elle est toute seule, contrairement aux autres galaxies de ce type qui se trouvent généralement regroupées en amas. Cela peut signifier que DGSAT I s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Si cela est vérifié, la galaxie est un véritable fossile vivant. Hyperion, la lune de Neptune, est l'une des lunes à l'apparence la plus étrange du système solaire, mais ce n'est même pas sa caractéristique la plus notable. Sa roche, ressemblant à de la pierre ponce, est marquée d'innombrables cratères. Et elle est aussi chargée d'électricité statique qui s'écoule dans l'espace. À environ 4000 années-lumière de la Terre, se trouve une planète qui semble être un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin. Cela signifie qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Cérès est le corps spatial le plus massif de la ceinture d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars. Il totalise presque un tiers de la masse totale de toute la ceinture. Mais en même temps, Cérès est la plus petite des planètes naines qui existent. C'est aussi la seule planète naine de la ceinture d'astéroïdes et également la seule qui se trouve dans le système solaire interne. Les astronomes qualifient parfois Jupiter d'étoile ratée. La géante gazeuse contient en effet beaucoup d'hélium et d'hydrogène, mais sa masse n'est pas suffisante pour lancer une réaction de fusion dans son noyau. Or, c'est exactement comme cela que les étoiles produisent de l'énergie. Elles fusionnent les atomes d'hydrogène sous une pression et une chaleur extrêmes et créent de l'hélium. Au cours de ce processus, elles libèrent aussi de la lumière et de la chaleur. Jupiter ne pourrait déclencher une réaction nucléaire et devenir une étoile que si sa masse était 70 fois supérieure à sa masse actuelle. L'espace est totalement et tristement silencieux. C'est parce que dans le vide de l'espace, il n'y a pas d'atmosphère. Or, les ondes sonores ont besoin d'un support pour voyager. C'est pourquoi les mondes avec une atmosphère, comme la Terre, sont pleins de bruit. Contrairement à leurs cousins supermassifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros que des atomes. Mais même comme ça, un seul d'entre eux pourrait avoir la